Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Après des mois de bras de fer politique, 3,49,3 et un vote finalement évité, la France dispose d'un budget 2026 adopté sans vote à l'Assemblée nationale. Que retenir de ces débats et de ce budget? Qu'en disent les grands et les petits patrons? Dans quelle mesure l'activité des entreprises a-t-elle souffert de l'instabilité politique et du brouillard budgétaire? Entre fiscalité, accès au crédit, emploi des jeunes et des seniors, coût de l'énergie, de quoi les chefs d'entreprise s'inquiètent-ils vraiment? Eh bien, on en parle tout de suite avec mes invités. Charles Naty, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MEDEF Paris, principale organisation patronale française. Caroline Néron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du mouvement Impact France, réseau de 30 000 entreprises dites à impact social et environnemental. Cyprien Battu, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut Avant-Garde. Et Gilles Effron, bonjour à vous. Bonjour. Président d'Expert Connect, un cabinet de conseil qui met à disposition des entreprises, des seniors et des retraités pour des missions en entreprise dans l'industrie et les métiers techniques. Et vous êtes membre de l'organisation patronale Croissance Plus. La France a donc depuis lundi un budget 2026. Quelles en sont les grandes lignes? Qu'est-ce que ça change pour les Français et pour les entreprises? Le point sur les principales mesures avec nos confrères de France 2. Après des mois de tractation et de nombreuses mesures parfois abandonnées, que reste-t-il dans ce budget 2026? Les Français vont être touchés au porte-monnaie avec la taxe sur les petits colis. Ce sera 2 € pour chaque colis venant de pays en dehors de l'Union européenne et dont la valeur est inférieure à 150 €. L'idée est de cibler notamment les produits vendus sur les plateformes chinoises. Vu l'écart entre les articles sur Chine et les articles en France, 2 € en plus, qu'est-ce que c'est finalement? Je suis pas d'accord parce que bon, on paye déjà assez de taxes comme ça. Donc encore une taxe supplémentaire, c'est bon. Toujours côté fiscalité, le barème de l'impôt sur le revenu va bien être revalorisé en fonction de l'inflation. Cela évite à 200 000 foyers de devenir imposables. Pour lutter contre la précarité étudiante, un coup de pouce avec les repas dans les restaurants universitaires à 1 €. Jusqu'ici réservés aux étudiants boursiers, ils vont être généralisés pour tous dès le mois de mai. Certains Français modestes vont aussi pouvoir bénéficier de l'augmentation de la prime d'activité, plus 50 € par mois en moyenne. Noémie Fournier est alternante et aimerait bien toucher cette aide revalorisée. Ça enlèverait un stress permanent et ça me permettrait de plus profiter et moins faire attention entre guillemets à chaque centime que je peux dépenser. Si le budget est plutôt clément pour les salariés, il l'est beaucoup moins aux yeux de leurs patrons. Pas de baisse des charges des entreprises, moins de crédits d'impôt. Benoît Paget comptait pourtant dessus pour développer une nouvelle version de cette machine de recyclage de bouteilles plastiques. On a même renoncé à recruter la deuxième personne parce qu'effectivement le budget a été modifié entre-temps et que tout ce système d'aide lié au crédit impôt recherche a été diminué et nous, ça nous a impacté directement. Définitivement adopté, le budget 2026 devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Alors, on a entendu reconduction de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, pas de suppression, mais une poursuite de la baisse des impôts de production, taxe sur les holdings. Charles Naty, avec ce cocktail fiscal, j'imagine que vous êtes furieux. Furieux, c'est pas le mot. En fait, c'est cette instabilité permanente qui est très perturbante pour l'économie et pour les entreprises et les mouvements. Alors, habemus budget, donc ça c'est la bonne nouvelle. Les parlementaires ont pris leurs responsabilités, très bien. C'était nécessaire. Néanmoins, le fait, par exemple, que la CVAE qui devait être supprimée ne le soit pas, c'est un facteur. Alors, la CVAE, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est un impôt de production. C'est un impôt, si vous voulez, si vous créez une société, au premier centime que vous allez facturer, vous allez commencer à payer de la taxe. On ne va pas se préoccuper de savoir si l'entreprise est rentable, pas rentable. Vous payez au premier euro. Donc, cet impôt qui a été qualifié, je crois, par la Cour des comptes de stupidité, qui devait être supprimé, ne l'est pas. Donc ça, c'est un exemple parmi les d'instabilité fiscale. Et pour les entreprises, parce que les entreprises ont besoin de visibilité, elles ont besoin de voir loin pour investir, pour recruter, pour décider de leur stratégie, et bien ce climat d'instabilité, c'est problématique. Et d'ailleurs, il y a des sondages récents qui mesurent
un peu le moral des chefs d'entreprise. On me disait ce matin que un entrepreneur sur 2 à Paris, puisque on s'intéressait à la question de Paris, envisageait d'arrêter son activité. Donc, on a comme ça des signaux qui disent le moral n'est pas bon et c'est Ce la sont des conséquence. petits patrons Ah oui, c'est plutôt. Alors, les TPE sont particulièrement impactés par cette situation, ça c'est certain. Alors pour autant, le gouvernement jure que la stabilité fiscale est au rendez-vous. 99% des entreprises ne verront aucun changement en 2026, martèle la ministre des Comptes publics. Charles Naty, j'imagine que vous n'êtes pas de cet avis. En fait, on peut se battre sur les chiffres, des pourcentages, etc. 99. Oui, 99, admettons. Le problème, c'est que les 1% vont forcément, celles qui, à supposer que le chiffre soit vrai, je ne suis pas rentré dedans et je ne mets pas en doute la parole de la ministre, mais les 1% qui sont impactés vont forcément avoir des effets en cascade sur les autres. Il ne faut pas imaginer qu'une entreprise, c'est une île perdue au milieu de l'océan. Une entreprise, c'est sans cesse des relations avec des fournisseurs, des clients, etc. Donc, ce qui se passe dans l'une impacte forcément les autres. Donc, on n'attend pas d'un ministre qui vient de voter un budget au prix d'énormément d'efforts qui disent bah non, on est des partisans de l'instabilité. C'est de l'affichage selon vous? C'est un discours qui est tout à fait normal venant d'eux. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que fort de la relation que j'entretiens avec mes adhérents, au MEDEF, il y a un certain nombre plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, le vécu, leur perception, alors on peut s'interroger sur leur perception, mais leur perception, c'est qu'il y a une instabilité et que cette instabilité, elle est préjudiciable à leur capacité d'anticiper l'avenir. Il faut dire que depuis 2017, je parle sous contrôle de notre économiste, les entreprises ont largement bénéficié d'allègements. On a vu une baisse de l'impôt sur les sociétés, une baisse des impôts de production, l'instauration d'une flat tax, le maintien du crédit impôt recherche. Charles Naty, vu le contexte des finances publiques dans le rouge, n'est-ce pas normal que les entreprises soient mises à contribution? C'est Alors, pas ce qui serait, juste retour des choses. Vu le contexte des finances publiques, j'ai envie de vous dire, ce qui serait normal, c'est que l'État reconsidère ses dépenses et reconsidère son train de vie, notamment en regard de ce que pratiquent nos voisins proches en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Donc à elle de faire des efforts et ne pas taxer les entreprises. On pourrait faire 1 euro pour 1 euro, par exemple. On pourrait augmenter les impôts pour 1 euro en réduisant de la dépense publique d'1 euro. Ça fait partie des pistes qui, à certains moments, sont évoquées. Donc, vous voyez on peut... Aujourd'hui, les entreprises sont devenues la variable d'ajustement du budgétaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, c'est dans la poche des entreprises qu'il est le plus facile pour le gouvernement et pour les parlementaires d'aller chercher l'argent qu'on n'est pas nécessairement capable d'économiser sur le budget de l'État. Pour revenir sur ce qu'on a appelé cette politique de l'offre, Cyprien Battu, toutes ces baisses d'impôts depuis 2017, elles ont contribué à creuser le déficit. Est-ce qu'elles ont réellement produit des effets en termes de croissance, en termes d'emploi? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, depuis 2017, il y a eu une baisse du taux d'imposition nette des entreprises, avec effectivement la baisse de la CVAE, la baisse du taux d'imposition sur les sociétés et d'autres mesures qui correspondent à environ 0,8 points du PIB, ce qui fait à peu près 24 milliards d'euros. Et effectivement, ces baisses-là, elles sont réelles et en fait, elles vont participer de fait à l'aggravation du déficit depuis 2017. C'est pas l'entièreté de la baisse du déficit et là c'est cohérent avec ce que disait Charles Naty juste avant, c'est-à-dire que il y a des dépenses publiques qui sont très lourdes. Il y a une problématique de dépenses, il y a une problématique aussi de baisse d'impôts sur les ménages qui ont aussi contribué à la baisse du déficit. Mais oui, on pense à des taxes qui ont été supprimées, comme la taxe d'habitation, qui n'ont pas nécessairement été compensées. Effectivement. Mais tout de même, cette baisse de 24 milliards d'euros, elle ne semble pas s'être traduite par des effets évidents, ni sur la croissance, ni sur l'emploi, où on est au final dans la moyenne, à peu près dans la moyenne européenne. On a une croissance qui va être prévue pour autour de 1% pour 2026. Et donc, effectivement, là, on parle l'effort total pour revenir à un équilibre entre recettes et dépenses publiques, et donc vers un niveau qui permettrait que la dette arrête d'augmenter. Il est autour de 100 milliards d'euros en tout aujourd'hui. On a déjà fait un effort entre
entre 2025 et 2024, c'est à peu près 15 milliards d'euros on a fait pour le nouveau budget. Pardon. Oui. Peut-être avant d'aller dans le détail des efforts qui nous restent à faire, Charles Nati nous parlait d'une instabilité qui pesait dans l'économie, dans l'activité des entreprises. Est-ce que ça a aussi pu réduire finalement? Vous nous dites que l'allègement d'impôts pour les entreprises n'a pas créé beaucoup d'impact en termes d'activité, en termes d'emploi. Est-ce que cette instabilité n'a pas aussi eu un mauvais coup pour l'activité? Forcément, oui. Entre 2017 et... on ne va pas refaire l'histoire de tout ce qui s'est passé entre 2017 depuis la dissolution, on va dire depuis 2024. Mais en tout cas, on a une période qui est en fait très intéressante du point de vue même d'histoire économique, parce qu'on a un ensemble de crises et de chocs qui sont assez importants. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, on a un problème d'instabilité des mesures. Et en fait, ce qu'on peut au moins souhaiter, et je pense qu'on sera tous d'accord ici, hein, c'est qu'on ait un cap clair pour la suite. Mais dans ce cap clair, il semble difficilement envisageable que, par exemple, les entreprises ne prennent pas à leur charge une partie de cet effort de réduction du déficit. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on regarde le budget 2026, donc dans l'effort total de 15 milliards d'euros dont je parlais tout à l'heure, les entreprises ont pris environ un tiers de tout ça, avec effectivement l'augmentation de la CGE, enfin la contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises, qui devait être à 4 milliards et en fait qui est à 7,3. Et la non-baisse de la CVAE. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à avancer aussi vite qu'on l'aurait voulu sur d'autres pistes. Et notamment, à l'origine, on aurait dû atterrir vers un déficit à 5 points du PIB. Et malgré tout, 4,7 points du PIB, et finalement, on a atterri à 5. C'est un peu le problème. Et ce un tiers des entreprises, c'est quoi? C'est inédit? C'est pas inédit, parce qu'en fait, quand on regarde justement l'effort total de réduction du déficit qu'on doit faire pour justement revenir à une sorte d'équilibre, il y a un quart qui peut être expliqué justement par les baisses d'impôts sur les entreprises depuis 2017. Donc, vous voyez, 24%, un tiers. Au final, on est plus ou moins... C'est un petit peu plus quand même. C'est un petit peu plus, parce qu'on n'a pas réussi justement à avancer dans les autres voies, et on aurait dû le faire. Et dans ce cas-là, si on avait réussi à le faire, là, on aurait été justement dans une position beaucoup plus équilibrée. Caroline Héron, il est équilibré ce budget pour les entreprises? Ce qui est sûr, c'est qu'il est vide de vision et que... il y a un vrai enjeu de toute façon pour les entreprises de pouvoir avoir déjà un budget, parce qu'il fallait avancer, et effectivement de contribuer à leur juste part. Alors après, quelle est la juste part? C'est toujours le sujet. Et le fait est qu'elles peuvent participer de deux manières. Évidemment avec des contributions exceptionnelles suivant ce qui est possible, mais aussi... en permettant de baisser les dépenses. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de dépenses que l'État fait, que l'État ne fait pas si aussi les entreprises jouent plus le jeu. Et aujourd'hui, elles ne sont pas obligatoirement incitées à le faire. Je prends par exemple l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup à la collectivité que le taux de chômage des personnes handicapées soit 3 fois, 4 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. Et aujourd'hui, la capacité qu'on a à inciter, soutenir les entreprises à pouvoir embaucher justement des publics qui sont plus fragiles, c'est un vrai enjeu. Donc en fait, on a la possibilité de tirer sur deux volets pour rééquilibrer les efforts justement. Or là, finalement, je pense que ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est qu'on ne sait pas trop où ça va taper et que le cap n'étant pas clair et pas projeté sur des mois, des années, ça donne une situation de fragilité, même si finalement, in fine, effectivement, on a 99% des PME, quand on discute avec même la CPME, il n'y a pas d'alerte particulière, mais il y a tous ces mois où on ne sait pas exactement où ça va peser, et des secteurs entiers aussi où on a des petits ajustements qui finalement bouleversent complètement la situation dans laquelle on est. Je parle de la rénovation énergétique, je parle de la transition des énergies renouvelables, enfin plein de secteurs qui se voient être un peu rabotés de manière un peu arbitraire et du coup naviguer à vue. Et donc c'est cette instabilité qui finalement est un peu dans l'épaisseur du trait, mais qui fragilise, alors que les entreprises, on les côtoie au quotidien,
ont bien conscience qu'il faut qu'elles participent à l'effort, qu'elles veulent qu'il y ait de l'apaisement dans la société. Donc si tout tire sur les ménages, ça va exploser et personne n'a intérêt. Qu'il faut des services publics dans les territoires parce qu'il faut bien des routes et des crèches pour les salariés. Donc en fait, les entreprises, elles sont prêtes à contribuer. C'est juste qu'il y a tellement pas de vision sur qui, dans quelle mesure et comment on peut aussi les accompagner à baisser les dépenses, que l'État les baisse et qu'elles puissent participer à ce que ça baisse parce qu'il y aurait moins de précarité sociale, plus d'accompagnement à la transition, ce qu'elles peuvent tout à fait absorber aujourd'hui. Qu'on a dans cette situation de fragilité et du coup d'attentisme qui nous pénalise collectivement. Gilles Leffranc, votre activité a-t-elle souffert de ces mois d'incertitude politique et budgétaire ? Alors absolument, nous, Expert Connect, donc on est une petite société, comme vous l'avez dit, qui fait essentiellement travailler des retraités, pour le coup, donc des gens très expérimentés, très compétents, dont les entreprises ont besoin. Et donc, vous l'avez compris, nos clients sont d'autres entreprises, plutôt des grandes entreprises. Et donc, toute cette instabilité dont on parle, si nos clients ne se portent pas bien, et ben, par ricochet, évidemment, les entreprises telles que Expert Connect et toutes les autres qui sont fournisseurs de prestations ou d'équipements pour des entreprises de plus grande taille, souffrent au moins autant. Mais j'aimerais préciser quand même qu'il y a évidemment tout l'aspect budgétaire, qui est essentiel dont on parle pour la santé des entreprises, mais il y a d'autres paramètres. Évidemment, il y a la compétitivité internationale, on n'est pas les seuls, pas la France tout seul. Et puis, il y a aussi le problème des compétences. Voilà. C'est un vrai sujet. Le problème des compétences, la démographie et donc la raréfaction. On y reviendra dans un instant. Ouais. Alors, le débat budgétaire, on a vu qu'il s'est focalisé longtemps sur les ultra-riches avec une taxe Zuckman qui a finalement été abandonnée et sur les grandes entreprises. Véronique Néron, est-ce que ces débats ont reflété vos préoccupations en tant que dirigeante ou en tant que représentante patronale ? En partie, c'est-à-dire qu'effectivement, quelle est la juste contribution ? Effectivement, ça, c'est une question que se posent les entreprises. Qui, finalement, doit payer et peut payer ? Est-ce que c'est une question de taille ou est-ce que c'est une question d'activité, d'engagement ? C'est un vrai sujet de préoccupation pour les entreprises. Et finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la manière de faire payer les entreprises, quand même, ressemble à une manière beaucoup plus du XXe siècle aujourd'hui que du XXIe siècle. C'est-à-dire, en fait, voilà, on prend les plus grosses, on se dit OK, bon il y a une marge, et finalement on va taper là où il y a de la marge, alors qu'on pourrait se dire voilà lesquels contribuent aux enjeux stratégiques du pays, lesquels permettent au pays. Pas dans le détail. Voilà, en fait il y a pas de stratégie qui fait que on penserait une manière de contribuer qui soit un peu nouvelle. Nous effectivement, c'est une vraie réflexion que se posent les entreprises. Comment on arrive à contribuer justement tout en restant compétitif et en répondant à nos enjeux stratégiques. Alors, on a vu que le MEDEF était sous le feu de critiques venues d'une partie des entreprises, des petites entreprises, qui l'accusent de ne défendre que les grands groupes. Charles Naty, que répondez-vous à ces critiques ? Non, je crois que c'est très largement... on en a exagéré à la fois l'importance et la portée. D'abord, le MEDEF, c'est 240 000 entreprises et là-dessus, il y en a 40 très grandes. Donc, vous voyez, faites par différence. La plupart des entreprises qui sont aujourd'hui adhérentes du MEDEF, ce sont des PME, voire des TPE. C'est la loi des grands nombres, tout simplement. Donc, il n'y a pas tant de grands groupes que ça, il n'y a pas tant de TI que ça. Alors, ce sont des critiques qui viennent d'autres organisations patronales. Je pense notamment à l'U2P, qui représente plus les artisans, les commerces de proximité, les professions libérales. Et puis, on a vu aussi un nouveau collectif naître, qui s'appelle Trop c'est trop, qui est porté par des dirigeants de PME, ETI. Faut-il y voir un nouveau concurrent ou une recomposition du paysage patronal en France ? Non, je crois que j'irai pas jusque-là. Rendez-vous dans 3-4 ans. On en reparle de cette recomposition. Non, pour être sérieux, il faut moi, je suis très attaché à l'unité patronale et je pense que chacun avec sa différence et chacun avec les messages qu'il porte. On n'est pas nécessairement, d'ailleurs Dieu merci, on n'est pas nécessairement d'accord sur tout et c'est bien normal. Mais voilà, dans l'ensemble,
le paysage économique français, il est composé de petites entreprises, de TPE, de PME, de TI, de grands groupes. Le MEDEF, c'est celui qui en regroupe le plus. Il y a d'autres organisations, Impact France, qui est sur le plateau. Croissance Plus, à vos côtés. Croissance Plus. D'ailleurs, souvent, les entreprises sont adhérentes dans plusieurs organisations. Donc, ça pose pas de problème majeur. Même question, Gilles Lefranc. Pour les dirigeants que vous côtoyez au sein de Croissance Plus, se sont-ils entendus dans ce débat budgétaire? Se sont-ils sentis entendus? Écoute, en tout cas, ils se manifestent, ils s'expriment. Dernièrement, on a eu l'occasion de rencontrer un des cabinets du ministère pour faire valoir nos positions. Je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet puisque les choses sont en cours, mais enfin, en tout cas, Croissance Plus est, je pense, relativement bien entendu. Alors ce budget, il est qualifié de socialiste par une partie de la droite, d'austérité par la gauche radicale et de compromis par la majorité présidentielle. L'objectif affiché, vous l'avez dit, c'est de ramener le déficit à 5% de la richesse nationale. Cyprien Battu, avec une dette qui grimpe, on le voit, à 118%, même au-delà de 118% de la richesse nationale, est-ce que cette trajectoire, elle vous inquiète? Et est-ce qu'un retour rapide aux critères européens est envisageable? Est-ce que cette trajectoire est inquiétante du point de vue purement économique? Pas forcément, c'est-à-dire au sens de... on ne va pas avoir une crise de la dette demain en France. Ça, c'est une chose qu'il faut toujours avoir en tête. Il n'y a pas de risque qu'il y ait la Troïka qui s'installe demain à Paris. Par contre, c'est vrai que c'est en quelque sorte des efforts qu'à chaque fois, si on les reporte, là, il y a des vrais efforts quand même qui sont faits. C'est pas un budget qui ne réduit pas le déficit. C'est un budget qui réduit moins le déficit que prévu et qui va rendre, du coup, les efforts à faire dans les années qui viennent, du coup, un peu plus forts. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Même la mesure, par exemple, sur la surtaxe sur les grandes entreprises, et au final, c'est un one-shot. Ça veut dire que théoriquement... Qui reconduit. Ça veut dire que théoriquement... Donc c'est un deux-shot. Pour 2027, il faut réduire le déficit par rapport au budget qu'on a aujourd'hui, en plus de compenser la non-reconduction, qui devrait pas être reconduite, de la CEGE. Donc, ça m'inquiète au sens où je me demande où on va. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de plan, ça a déjà été dit. Et pour suivre les critères européens, on est censé revenir en dessous de 3% du déficit en 2029. Et ce qui va être extrêmement difficile. En tout cas, dans la situation dans laquelle on est, et surtout avec l'élection présidentielle qu'on va avoir en 2027. Aujourd'hui, il semble le budget de 2026 montre que c'est très difficile d'avancer sur ces questions-là, même si ça a aussi des bénéfices. C'est-à-dire que ça repolitise la question du budgétaire, ce qui n'était moins le cas avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parlementaires aujourd'hui s'en saisissent davantage que par le passé? La question était plus débattue, était plus portée par Bercy, par le ministère des Finances? C'est-à-dire que si vous regardez les années précédentes, on avait très peu d'écart, ou un écart minime, entre le projet de loi de finances initial et ce qui a été voté à la toute fin du processus budgétaire. Et aujourd'hui, il y a des écarts qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire ce qui explique pourquoi on est moins ambitieux finalement dans le dernier projet de loi. Par contre, ce qui veut dire aussi que c'est qu'effectivement, on apprend peut-être à faire ces budgets-là en faisant des accords, en faisant des compromis, en donnant aussi la liberté aux parlementaires de faire passer certaines nouvelles mesures. Et ça peut être adopté au final sans vote par le 49.3. Il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est que les taux d'emprunt à 10 ans sont redescendus suite à l'adoption de ce budget. Vous y voyez une bonne nouvelle ou un répit fragile? C'est en fait ce qu'on voit à chaque processus budgétaire. On a une augmentation On est au niveau de l'Italie, à peu près maintenant. On était un petit peu moins bien que l'Italie pendant la période de négociation. Maintenant, on est retombé en dessous. Mais en fait, dans le processus budgétaire depuis 2024, on observe toujours ça. C'est-à-dire qu'on a une augmentation pile au moment du premier projet de loi budget parce que personne ne pense qu'on va y arriver. Donc effectivement, il y a des craintes des investisseurs. Vous êtes en train de nous dire que c'est un ouf de soulagement ponctuel. Pas un ouf de soulagement, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un taux beaucoup plus élevé que ce qu'il était avant. Mais c'est la reconnaissance des investisseurs qu'il y a quand même
Il y a des voies de passage qui existent et qu'on arrive à les emprunter finalement en France. Alors, l'autre prix à payer pour éviter la censure du gouvernement et faire adopter ce budget, c'est la mise entre parenthèses de la réforme des retraites qui est censée relever l'âge de départ de 62 à 64 ans et rallonger la durée de cotisation. Charles Nati, ça vous inquiète ? C'est le même principe que pour le budget, c'est-à-dire qu'on décale dans le temps les problèmes qui se posent aujourd'hui, parce que la question démographique qui est au cœur du sujet des retraites, elle va aller nulle part, elle va pas changer. Donc, c'est une bombe à retardement pour les finances publiques et pour les entreprises ? C'est un sujet auquel il faudra s'atteler, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre. On ne peut pas indéfiniment reporter la patate chaude sur les générations futures. Donc oui, il faut trouver des solutions pour maintenir le système des retraites par répartition dans un équilibre qui fait face aux enjeux démographiques, clairement au vieillissement et à l'accroissement de la population. Hein. On a cette population qui sont la population des baby-boomers qui arrivent aujourd'hui à la retraite. Ils sont par définition plus nombreux que la génération qui est venue derrière. Donc pour que ceux qui travaillent financent ceux qui ont arrêté de travailler, il va falloir trouver des solutions. L'allongement de la durée de travail est une solution. L'emploi des jeunes en est une autre aussi, parce que plus il y aura de gens qui y travaillent, mieux on pourra financer la retraite par répartition. Alors Gilles Effron, votre cabinet, on l'a compris, place des seniors en entreprise. Elle est vent debout contre une mesure clé du budget social, c'est la réforme du cumul emploi-retraite. À partir de 2027, le cumul sera limité avant 67 ans avec un seuil annuel pour les missions courtes. L'exécutif veut ainsi pousser les Français à partir plus tard ou à passer par la retraite progressive, qui est un autre dispositif, plutôt que d'utiliser un cumul jugé coûteux et mal ciblé dont profiteraient surtout les cadres et professions qualifiées à pension confortable. Est-ce que vous confirmez que ce dispositif bénéficie d'abord aux cadres et selon vous, pourquoi ? Alors, je vais peut-être reprendre un petit peu l'ensemble du sujet, si vous le permettez, pour resituer un peu le problème. Aujourd'hui, les gens qui travaillent à la retraite, il y en a à peu près 1 million. Donc c'est une masse gigantesque qui représente donc un poids économique et derrière des entrées, évidemment, des recettes sociales et fiscales pour le gouvernement. Et parmi ce 1 million, ce sont surtout des cadres ? Quelle est la proportion ? Non, vous retrouvez, et d'ailleurs la Cour des comptes a fait un découpage assez précis, vous retrouvez des gens qui sont en carrière longue, qui partent très tôt, pour le coup, 2 ans avant l'âge légal, et donc ce sont des gens qui, s'ils retravaillent, un bon nombre d'entre eux retravaillent après à la retraite, alors on dira effet d'aubaine, etc. Bon, c'est ce que dit le gouvernement, c'est-à-dire qu'une partie de ces seniors auraient travaillé de toute façon, même sans dispositif du gouvernement. Je crois que cette hypothèse sur laquelle repose en fait toute la construction de cette réforme est largement erronée. Aujourd'hui, quelqu'un qui a ses trimestres et qui a les conditions pour partir au taux plein part. Il liquide sa retraite. Et après, il envisage, s'il est sollicité, s'il y a des opportunités, de reprendre une activité en cumul emploi-retraite. Donc, avec cette réforme, tout cet emploi à la retraite va disparaître, et certainement pas au profit, un peu à la marge, si vous voulez, d'une prolongation de carrière ou d'une retraite progressive. La retraite progressive, je vous rappelle que c'est moins de 1% depuis 20 ou 30 ans, donc on n'arrive pas vraiment à évoluer. Et pourquoi ? Ça ne marche pas ? C'est un dispositif qui n'intéresse pas ? C'est un dispositif qui est, pour les entreprises, assez complexe à mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui occupe un poste à temps partiel, ce n'est pas forcément ce que recherchent les entreprises. Donc déjà, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas forcément un grand intérêt. Et puis pour les salariés, ça les intéresse moins. Ils préfèrent avoir soit une activité ou partir à la retraite. Et puis après, le cumul emploi-retraite offre la possibilité d'avoir une activité vraiment choisie, exactement ce qui est désiré à la hauteur de ce qu'on souhaite. Et donc c'est une flexibilité qui marche. Vous disiez 1 million de personnes qui travaillent. On ne peut pas simplement mettre à la trappe 1 million de personnes qui travaillent. Ce n'est pas trop simple, en espérant que ça prolongera la carrière. Donc c'est très naïf. Et alors la conséquence de tout ça, évidemment, qui est très grave, c'est que tous ces gens à la retraite détiennent énormément de savoir et de compétences, absolument indispensables pour un grand nombre d'industriels. Et aujourd'hui, c'est savoir si du jour au lendemain, on les supprime, il va y avoir des conséquences, je pense, terribles, qui ne vont pas du tout arranger les entreprises, notamment, enfin tous les grands groupes en particulier, qui ont des grands projets d'infrastructure, et là je fais par exemple mention du nucléaire ou de l'aéronautique, spatiale, défense, etc., qui sont des fleurons industriels qui contribuent à la balance commerciale française, avec Alors, je précise que les retraités qui sont déjà en cumul emploi-retraite avant 2027 restent dans Alors cela pour continuer. Oui. Mais juste, l'exécutif estime que le cumul actuel gonfle la masse des pensions sans réduire nécessairement le chômage des seniors. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
qu'il gonfle donc le poids des pensions. Le poids des pensions, Oui. sans pour autant lutter contre le chômage des seniors. Alors, c'est deux choses Le différentes. sous-emploi. Pour- C'est deux choses Oui, différentes, deux c'est choses deux problèmes différentes. différents. Alors, si on prend le premier point, gonfle le poids des pensions, quelque part, c'est un droit acquis. Vous avez cotisé toute votre carrière, donc quelque part, c'est un droit dont vous bénéficiez. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il faut mettre au regard de ce poids des pensions les recettes sociales et fiscales de ces gens qui travaillent. Et il y a une proportion de x4. On parle Donc, si vous voulez, le rêve, c'est de réduire le poids des pensions. Mais sauf que vous perdez de l'autre côté l'ensemble des recettes fiscales et sociales de l'activité, Pour vous, qui ça, est c'est beaucoup clair. plus important. Donc si vous voulez, le calcul, il est vite fait. Il est mauvais. Alors, des seniors, on va parler des jeunes. Face au chômage des jeunes qui avoisinent les 20%, comment relancer l'emploi ? Le MEDEF propose une solution choc, un nouveau CDI plus souple et qui pourrait être rompu sans motif pendant les 3 premières années. Le reportage de nos confrères de France 2. Un CDI pour les jeunes, facilement résiliable pendant plusieurs années. Une idée du MEDEF qui déclenche un tollé. En Île-de-France, cette marbrerie emploie 45 salariés, dont Rémi Pilias, 27 ans, tout juste recruté et franchement opposé à cette mesure. C'est un contrat, si l'on regarde l'ensemble, on est moins bien rémunéré, on a plus de précarité. Difficile de trouver grand-chose à y gagner. Basile Poussin, responsable d'atelier, se montre plus mitigé. Pour nous, entreprises, c'est toujours intéressant. Pour les jeunes en eux-mêmes, je ne suis pas sûr. Concrètement, la période d'essai durerait 3 ans, pendant lesquels le contrat pourrait être rompu à tout moment, sans motif, et avec un salaire parfois inférieur au SMIC. Un dispositif explosif aux yeux de la CGT. Le scandale, c'est que le patronat n'ait rien d'autre à proposer aux jeunes que la précarité à vie. On a une génération qui n'a jamais été aussi qualifiée, qui n'a jamais fait autant d'études. Que propose le patronat ? La précarité et des sous-salaires. C'est quand même honteux. Face à la polémique, le MEDEF dit vouloir lutter contre le chômage des jeunes, 3 fois plus élevé en France que chez nos voisins allemands. Oui, c'est un sujet sensible, on s'en empare, on en discute, on trouve des solutions, on continue de dire non, il ne faut pas y toucher, on ne fait rien du tout, et ces 1 400 000 jeunes vont un peu rester dans la situation qui est la leur. Dans cette entreprise de réparation d'électroménager, la solution pour les jeunes passe au contraire par le salaire, selon ce patron. On ne veut aucun salarié de l'entreprise qui gagne moins de 1 780 € net. Donc ça, c'est un truc qu'on a défini. Et on pense même que le SMIC, c'est pas assez et que ça ne permet pas à chacun de vivre dignement. Les jeunes, il faut les valoriser. C'est comme ça qu'on va les remettre au travail. Ce n'est pas en leur disant qu'ils ne méritent pas un CDI comme tous les autres. Ce soir, le gouvernement assure que le CDI jeune n'est pas à l'ordre du jour. Il renvoie le sujet à la prochaine présidentielle. Le sujet est renvoyé à la prochaine présidentielle. On voit que cette idée, elle rappelle fortement le contrat première embauche de 2006 qui avait été adopté puis retiré sous la pression de la rue. Charles Naty, pensiez-vous vraiment qu'une telle mesure pouvait passer en 2026, 20 ans plus tard ? Je voudrais vous parler de Jessica. Jessica, elle est née en 2006 et elle a 20 ans aujourd'hui. Jessica, elle a passé son bac, elle a passé un bac art plastique et puis ensuite elle s'est inscrite à la fac, elle n'a pas terminé la fac. Et aujourd'hui, à 20 ans, elle est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et donc elle a le choix, quand elle se présente quelque part pour travailler, elle a le choix entre l'intérim, elle a le choix, dans le meilleur des cas, avec un CDD. Et souvent, on lui dit « Oh, bah, écoute, si tu veux qu'on t'embauche, il faudrait que tu sois auto-entrepreneur. » Donc, le MEDEF a mis sur la table du dialogue social autonome une piste de réflexion. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas quelque chose qui est défini. C'est la provocation. C'est un travail qui doit être collectif entre les organisations patronales et les organisations salariales pour essayer de définir qu'est-ce qui pourrait être un cadre nouveau qu'on offrirait à ces jeunes, 1,4 million d'entre eux, qui n'ont ni travail, ni emploi, ni formation, ni études. Et je dois dire que ce reportage, c'est important de le débunker parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce reportage qui sont fausses. On vous a entendu dedans, d'ailleurs. Tout le monde a eu la parole. Je voudrais entendre Caroline Néron dessus. Sur un tel contrat, selon vous, est-il de nature à régler les problèmes de jeunes comme Jessica, qui sont donc ni en emploi, ni en formation, ni en études ?
pour nous, pas du tout. Enfin, je veux dire, l'ensemble des entreprises qui sont aujourd'hui à Impact France, ils ont surtout envie de besoin de recruter déjà, besoin de recruter des jeunes sur les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain. Or, on a un vrai problème d'adéquation, de formation, d'apprentissage, un vrai problème de compétences dont vous parliez sur les métiers dont on a besoin et dont on va avoir besoin, des métiers du soin, des métiers de l'action de proximité, les métiers de la transition écologique, évidemment des métiers qui intègrent des évolutions numériques majeures. Donc aujourd'hui, ce dont les entreprises ont besoin, c'est de jeunes qui s'intègrent dans leurs entreprises en étant compétents, qui aussi sont engagés dans le travail. On sait qu'en France, le taux d'engagement dans le travail est le 26e sur 27 pays européens. On a 6% d'engagement dans le travail quand en Angleterre, c'est 33%. Donc en fait, on veut des salariés engagés, on veut des jeunes qui puissent commencer leur carrière et apporter leurs compétences, leur énergie. On sait aussi qu'aujourd'hui, on met 80 ans pour doubler son niveau de vie en étant salarié en France quand c'était 15 ans dans les années 70. Et ce qu'on propose aux jeunes, c'est de les embaucher en dessous du niveau du SMIC. Nous, on pense que ça ne va pas apporter ni de la compétitivité, ni de la productivité dont on a absolument besoin aux entreprises françaises. Gilles Lefranc, vous voulez réagir? Oui, alors je prends ma casquette d'entrepreneur et moi je trouve que c'est une piste intéressante parce que si vous voulez recruter un jeune qui effectivement n'a pas appris grand-chose, l'engagement, et c'est la contrepartie, le fait de le payer en dessous du SMIC, c'est l'engagement de l'entreprise à le former. Et je pense que c'est un pied à l'étrier pour démarrer, c'est ce qui est évoqué. Et donc je mets ma casquette d'entrepreneur. Nous avons, alors je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais nous avons des alternants. Et donc un alternant qui marche bien et qui connaît bien l'entreprise, l'employeur, il n'est pas fou, il a investi, il a envie de le garder. Et ça marche très bien l'alternance, donc oui. on n'a pas besoin d'autre chose. Alors, c'est vrai pour ceux qui ont la chance de décrocher une formation en alternance. Il y a aujourd'hui qui trouvent l'entreprise qui veuille bien, et la formation qui correspond, qui proposent des formations en alternance. Il y a des entreprises qui les embauchent et bravo aux entreprises qui sont chez Impact France d'embaucher beaucoup d'alternants. Mais ça ne suffit pas. Il y a 1 400 000 jeunes qui sont ni en études, qui sont sortis du système scolaire, qui sont sortis du système universitaire. Et pour cela, comment on fait? On leur invente un contrat d'alternance? Non, aujourd'hui, ce qu'on leur propose, dans le meilleur des cas, c'est de devenir auto-entrepreneur. Et croyez-moi, ça ne les fait pas rêver. Cyprien Battu, on parle d'apprentissage, d'alternance. Beaucoup de choses ont été tentées pour l'emploi des jeunes. Quel bilan en tirer? Le bilan qu'on en tire, c'est d'abord que quand on regarde l'évolution de l'emploi des jeunes ces dernières années, il a plutôt baissé. Ça, c'est justement le résultat du développement de l'apprentissage et de l'alternance ces dernières années. Par contre, ça a eu des coûts très importants au niveau budgétaire. Donc, c'est une politique qui, justement, est en train d'être réformée. Parce qu'il y avait des effets de benne assez importants du côté de l'apprentissage, justement, qui concernaient notamment des jeunes qui ne sont pas du tout dans les situations problématiques qu'on évoque aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient au niveau de master, qui bénéficiaient de l'alternance et du coup d'aides assez importantes en direction de l'employeur. Et ça, c'est quelque chose qui a été réformé et qu'il y avait un problème de ce côté-là. Mais par contre, il y a quand même eu une réduction. On avait en 2019 un taux de chômage des jeunes à 25%. Et là, vous voyez, on parlait d'un taux de chômage des jeunes à plutôt proche de 19-20%. Donc voilà, ce côté-là, on a déjà une amélioration. Le taux des jeunes ni en emploi, ni en études, c'est difficile à dire, a également un petit peu baissé ces dernières années. On peut voir là le résultat de plusieurs politiques, mais c'est moins clair. Mais ça coûte cher et il y a des effets d'aubaine. C'est ce qu'on retient également. Toujours, malheureusement, souvent. C'est inéluctable, on peut pas y échapper. Il y a des alternatives quand même. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, c'est l'État qui a pris sur lui de payer et d'investir sur ce sujet, qui ont vraiment bénéficié aux entreprises. Aujourd'hui, quand on paye un jeune au SMIC, on n'a presque aucune charge patronale. Aujourd'hui, la solution pourrait être aussi de conditionner le fait de ne pas payer de charges pour le SMIC à développer une formation. Et ça serait bénéfique, très bénéfique pour le budget de l'État. Ça resterait très bénéfique
pour les entreprises parce qu'elles investiraient sur l'avenir. Et aujourd'hui, on a quand même des jeunes par milliers qui travaillent dans des fast-foods payés ras des pâquerettes sans aucune charge et donc avec des systèmes qui coûtent à l'État alors qu'on sait qu'il n'y a aucun risque de délocalisation, par exemple, de ces emplois. Donc là, on peut réfléchir à des choses qui sont intéressantes, qui sont bénéfiques à l'ensemble de la société et qui seront bénéfiques aux entreprises et aux jeunes. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je pense que c'est un sujet qui est suffisamment important pour qu'on ne le traite pas sous le feu des médias, sous le feu des politiques, mais qu'on le traite dans le cadre du dialogue social autonome. Vous voyez, on a signé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, un CDI senior avec nos homologues organisations syndicales. C'est en train de dire que je ne vous réinviterai pas pour en parler. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut parler d'une proposition du MEDEF quand il y a eu véritablement un dialogue sincère, honnête, partagé entre les différentes organisations, entre toutes les parties prenantes, et qu'on est en passe d'aboutir à quelque chose qui tient la route. Autrement, ça reste une idée qui est simplement qui est agitée polémique. Comme ça, qui est polémique et qui est inutilement polémique parce que ça nous détourne du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est on fait quoi avec ces 1,4 million de jeunes? Comment on peut les aider? Eh bien, écoutez, on en reparlera avec ou sans vous sur ce plateau. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.